le 15 juillet 1943. Le port de San Francisco vibrait sous les lumières de minuit, les grues se mouvant dans la brume du Pacifique, tandis que les Liberty Ships amarraient leurs lignes. Sur le quai gardé par des policiers militaires américains armés, se tenaient près de 200 femmes japonaises, infirmières, dactylographes secrétaires et membres des services auxiliaires capturés dans les îles Aléoutiennes et le théâtre du Pacifique. Leurs uniformes étaient rapiécés, leurs yeux vides après des semaines passées dans des camps de fortune. Le silence qui les entourait était lourd, rempli de fragments de peur chuchotés. Des rumeurs s'étaient propagées sans contrôle parmi les colonnes de prisonniers. Les soldats américains allaient les violer, les vendre comme esclaves, les exhiber devant des foules comme trophées de guerre. Une phrase revenait sans cesse dans les respirations tremblantes, murmurée avec honte et incrédulité. « Ils vont nous violer ». Certaines en avaient entendu parler par des tracts de propagande, d'autres par leurs officiers avant leur capture. Toutes s'attendaient à l'humiliation. Ce qu'elles n'attendirent pas, ce que même l'esprit le plus cynique n'aurait pu imaginer, fut la vision qui les accueillit à leur arrivée dans les baraquements du camp de McCoy dans le Wisconsin. Là, sur des lits soigneusement faits, des draps propres, reposaient des jouets en peluche, des ours en tissu, aux yeux de boutons et aux sourires cousus. C'était le commencement d'une histoire qu'aucun esprit à Tokyo n'aurait pu inventer, le démontage de tout ce que ces femmes avaient appris sur la cruauté de l'ennemi. De la même manière que les soldats allemands avaient jadis été déconcertés par l'abondance de la production américaine, les prisonnières japonaises allèrent découvrir une autre forme de choc, celui d'une nation capable d'écraser, non seulement par les armes, mais aussi par la miséricorde, la douceur et une générosité d'esprit presque incompréhensible. Les îles Aléoutiennes étaient un lieu de vent et de silence où la brume glissait comme des esprits inquiets sur les montagnes déchiquetées et où la mer frappait sans fin la pierre volcanique noire. Au printemps 1943, les derniers fragments des garnisons du nord du Japon s'étaient effondrés sous le poids combiné des assauts américains et canadiens. À Atsu, des unités entières furent anéanties lors de la dernière charge banzai des hommes se jetant sur les mitrailleuses dans un refus désespéré de se rendre. À Kiska, la faim, les engelures et les bombardements incessants avaient brisé les défenseurs dans leur corps et leur esprit. Pour les femmes affectées à ces avant-postes isolés, infirmières, dactylographes et employés, les ordres avaient été clairs. Dès le début, la capture était pire que la mort. On leur avait dit que les Américains les violeraient, les réduiraient en esclavage, les exhiberaient comme des trophées. On leur avait distribué des pistolets et des capsules de cyanure avec des instructions murmurées, choisir l'honneur plutôt que la captivité. Mais lorsque la fin arriva, le théâtre de la mort se dissipa en quelque chose qu'elle n'avait pas imaginé. Les soldats américains surgirent dans les bunkers et les tunnels à demi gelés, armes prêtes, s'attendant à une résistance. Au lieu de cela, ils trouvèrent des femmes tremblantes, dans des uniformes en lambeaux, serrant des pistolets rouillés, la plupart sans munitions. Certaines levèrent les bras en l'air tremblantes. D'autres appuyèrent le canon de revolver vide contre leurs tempes, incapables de tirer. Le premier officier américain sur les lieux, un lieutenant de la 7e division d'infanterie, aboya des ordres « ne pas tirer », ne pas humilier, mais sécuriser. En quelques instants, les médecins militaires distribuèrent des couvertures, versèrent du café chaud dans des tasses cabossées et glissèrent des barres de chocolat dans des mains qui n'avaient pas ressenti la chaleur ni le goût du sucre depuis des mois. Les prisonnières se regardaient stupéfaites. Où était la brutalité promise? Où étaient les moqueries et les cordes? À la place, il y avait des planches à pinces, des traducteurs et des notes méticuleuses. Chaque femme fut interrogée sur son nom, son grade et son état de santé. Une interprète Nisei, originaire de Californie, expliqua en japonais soigneux qu'elles étaient les protégées par la Convention de Genève, qu'elles ne seraient pas blessées,
qu'elles recevraient nourriture, vêtements et soins médicaux. C'était incompréhensible. Tout ce qu'on leur avait enseigné sur l'ennemi barbare se fractura en cet instant. Dans la zone d'attente improvisée, sur la plage battue par le vent, les femmes s'assirent ensemble, enveloppées dans des couvertures kaki. De la vapeur montait des marmites de ragoûts militaires, l'odeur de bœuf et de pommes de terre glissant dans des narines depuis longtemps habituées aux poissons séchés et aux riz rationnés. Une infirmière, à qui l'on avait appris depuis l'enfance que les Américains la traiteraient comme moins qu'humaine, pleura doucement en avalant des cuillerées de bouillon. Une autre regarda le pain qu'on lui tendait avec suspicion, convaincue qu'il devait contenir quelque chose de cruel. La nuit, dans les baraques que les Américains avaient hâtivement construites avec des planches récupérées, les femmes chuchotaient à voix basse. Certaines affirmaient que cette gentillesse n'était qu'un masque, un piège avant les véritables tourments. D'autres admettaient ce qu'elles ne pouvaient expliquer. L'ennemi les traitait mieux que leurs propres officiers. Le moment le plus troublant fut celui des formalités administratives. Chaque prisonnière fut prise en photo, ses empreintes digitales relevées, et on lui remit une carte d'identité. Le processus se déroulait avec la précision d'une chaîne de montage des employés américains, remplissant des formulaires en lettres majuscules, impeccables pendant que les interprètes expliquaient chaque étape. Une femme secrétaire originaire d'Akita fut stupéfaite de voir son nom correctement orthographié en lettres romaines sur une carte énonçant ses droits de prisonnière. Cette attention aux détails paraissait irréelle, comme si elle était devenue une pièce d'une immense machine qui continuait de fonctionner même en pleine guerre. Les officiers japonais qui leur avaient inculqué l'inéluctabilité des abus n'étaient plus la mort sur le champ de bataille ou réduits au silence dans leur propre captivité. Ce qui demeurait, c'était la dissonance entre l'expérience vécue et la peur inculquée. La nuit, tandis que le vent hurlait dehors et que les vagues s'écrasaient sur la plage glacée, les femmes murmuraient des mots de déshonneur et de honte. Certaines songeaient encore au suicide, effleurant du bout des doigts les capsules cachées dans leurs affaires. Pourtant, chaque jour apportait de petites contradictions. Un médecin vérifiant une fièvre, un garde offrant des cigarettes, un traducteur expliquant patiemment que personne ne leur ferait de mal. Les rochers désolés des îles Aléoutiennes avaient été le lieu où elles s'attendaient à mourir. Ils devinrent celui où tout ce qu'elles avaient cru sur l'ennemi commença à s'effondrer. Pour la première fois, une pensée surgit dangereuse, impossible, mais indéniable. Peut-être que tout ce qu'on leur avait dit sur l'Amérique était un mensonge. Les femmes furent conduites sur la jetée menant au navire à destination de San Francisco, sous la lueur vacillante des lanternes suspendues le long des rampes. Le vent du Pacifique portait l'odeur du sel et de la fumée de charbon. Chaque pas devenait plus lourd que le précédent, car elles étaient convaincues que la captivité à bord d'un navire américain signifierait l'humiliation peut-être pire encore que la mort. Leurs officiers leur avaient raconté des histoires terrifiantes, des femmes entassées dans des cales obscures comme du bétail privé de nourriture et d'eau raillée jusqu'à ce que le désespoir les écrase. Certaines se cramponnaient à leurs manches en murmurant des prières, tandis que d'autres marchaient raides, refusant de laisser paraître la terreur qui gonflait dans leur poitrine. Lorsqu'elles atteignirent la passerelle du navire de transport, elles se préparèrent à la dégradation. Ce qui les attendait fut tout autre. Au lieu de compartiments humides et étouffants, les femmes japonaises furent conduites dans des cabines séparées. Elles y découvrirent des rangées de couchettes soigneusement préparées, des draps propres, des couvertures pliées avec une précision militaire. L'air portait une légère odeur de désinfectant, non de saleté. Une infirmière de Yokohama, qui s'était endurcie à l'odeur de l'eau stagnante et des cadavres en décomposition, s'effondra sur le matelas incrédule. Elle murmura à la femme voisine « Ce n'est pas une captivité, c'est une auberge. » Mais ce furent surtout les repas qui les stupéfièrent.
À intervalles réguliers, les intendants arrivaient avec des plateaux débordant de nourriture fumante, un ragoût de bœuf épais de pommes de terre et de carottes miches de pain, encore tièdes, boîtes de fruits baignés de sirop. On leur servait du café noir et riche, une boisson que beaucoup n'avaient jamais goûtée. D'abord, les prisonnières s'en approchèrent avec méfiance, convaincues que la nourriture devait contenir quelque chose de sinistre. Mais la faim l'emporta sur la suspicion, et en quelques jours, elles mangeaient avec appétit. L'une d'elles écrivit dans son journal secret, retrouvé des décennies plus tard: « Les Américains nous donnaient des repas plus abondants que ceux que nos soldats en Mandchourie recevaient. Nous mangions jusqu'à ce que nos ventres nous fassent mal, et il restait encore de la nourriture. » Ce qui les bouleversa le plus ne fut pas ce qu'on leur donnait, mais ce que les marins jetaient. Du pain avec une simple tache de moisissure, des bananes légèrement marquées, des pommes meurtries, tout cela était jeté à la mer sans hésitation. Les Japonaises regardaient en silence cette nourriture, capable de nourrir des villages entiers, disparaître dans l'eau noire. Une infirmière éclata en sanglots. Chez nous, ma mère couperait la partie abîmée et garderait le reste. Ici, ils jettent en un jour plus que nous ne voyons en un mois. Ce gaspillage insouciant et banal révélait quelque chose de plus terrifiant que la cruauté, l'existence d'une abondance si vaste que la perte n'avait plus d'importance. On leur distribua des brosses à dents, du savon, des serviettes sanitaires, des peignes, des objets ordinaires pour les Américains, mais devenus des trésors introuvables au Japon. Les femmes privées d'hygiène depuis des mois se lavèrent le visage, se brossèrent les dents, jusqu'à enseigner, retrouvant pour la première fois depuis des années, la sensation d'être des êtres humains. Une doctoresse confia plus tard que l'odeur du savon avait presque brisé sa résolution, car elle réveillait en elle la mémoire d'une vie normale, effacée par la guerre. La traversée dura près de 2 semaines, mais chaque jour dissolvait une autre couche de peur. Les marins les saluaient poliment, certains s'inclinant maladroitement à la manière japonaise. Le personnel médical prenait leur température, soignait les ampoules, offrait des comprimés contre le mal de mer quand les vagues se faisaient trop fortes. Les prisonnières ne pouvaient concilier ces gestes avec l'image de sauvagerie américaine qu'on leur avait inculquée depuis l'enfance. Au 5e jour, l'une d'elles osa écrire dans son journal, cousant soigneusement les pages dans la doublure de son uniforme pour éviter qu'on ne les découvre. « Nous voyageons comme des passagères, non comme des captives. Ils nous nourrissent mieux qu'Ast, mieux que nos propres commandants. » Les mensonges que nous avons crus s'effondrent à chaque repas. La nuit, tandis que le navire fendait l'immensité du Pacifique, les femmes restaient éveillées sur leurs couchettes, écoutant le grondement régulier des moteurs. Elles murmuraient à des pensées sur leur foyer, sur les familles laissées derrière, dans des villes déjà en flammes, sous les bombes américaines. Certaines s'accrochaient encore à la conviction que la torture les attendait à la fin du voyage. D'autres, regardant les petits savons et les brosses à dents posées avec soin près de leur lit, admettaient en silence que peut-être l'ennemi n'était pas ce qu'on leur avait dit. La mer les emportait loin du Japon, mais elle les conduisait aussi dans un monde où chaque geste d'abondance érodait la certitude de la propagande. La traversée du Pacifique n'était pas un simple transport. C'était le premier stade de l'effondrement de tout ce qu'elles avaient cru. C'était la première étape de l'effondrement de tout ce en quoi elles avaient cru. Le navire glissa dans la baie de San Francisco, sous un rideau de brouillard. La ville surgissait comme un fantôme des eaux grises du Pacifique. Les prisonnières se rassemblèrent le long des rambardes, serrant leurs couvertures, les yeux écarquillés de terreur. Elles s'attendaient à être exhibées devant une foule hostile, insultées, frappées, peut-être même battues par les familles des soldats américains tombés au combat. Leurs officiers leur avaient dit que la capture signifiait une humiliation sans fin. Certaines murmuraient des prières alors que le navire passait devant Alcatraz et s'approchait des docks.
Le cri des mouettes se mêlait au grincement des grues soulevant les cargaisons. Lorsque la passerelle fut abaissée et que les premières rangées de prisonnières descendirent, leur cœur battait à tout rompre. Pourtant, ce qui les attendait n'était pas la rage ni les huées d'une foule, mais l'indifférence. Les dockers en salopettes et casquettes allaient et venaient, trop occupés à décharger des caisses de machines, des barils de nourriture et des palettes de munitions pour prêter attention à la colonne de femmes japonaises descendant vers la captivité. Quelques-uns levèrent brièvement les yeux, la curiosité traversant leurs regards, puis reprirent leur travail. Personne ne cracha. Personne ne lança d'insultes. Au loin, un groupe d'écoliers se tenait derrière une clôture, agitant timidement la main pendant que leurs enseignants les retenaient. Une fillette, les cheveux noués de ruban, esquissa un léger sourire. Les prisonnières, qui s'attendaient à la haine, sentirent leur peur céder la place à quelque chose de plus étrange, la confusion. Alors qu'elles marchaient vers les camions qui les attendaient, le brouillard se dissipa assez pour leur laisser entrevoir la ville. Ce qu'elles virent contredisait chaque mot de la propagande de guerre. Les rues bordées de voitures dans toutes les directions brillaient sous les lampadaires. Ces automobiles n'appartenaient pas à une élite fortunée, mais à des ouvriers ordinaires. Les enseignes au néon clignotaient dans le quartier chinois, étincelantes de couleurs qu'elles n'auraient jamais imaginé voir brûler aussi vivement dans la nuit. Les tramways passaient en grondant, remplis de passagers, assis calmement le visage serein, sans la moindre trace de désespoir qu'elles s'attendaient à lire sur un peuple accablé par la guerre. Certaines femmes poussèrent des exclamations de stupeur. On leur avait dit que l'Amérique s'effondrait économiquement, rongée par le crime et la famine. Et pourtant, sous leurs yeux s'étendait une ville pleine de vie, d'énergie, de modernité et d'abondance, une prospérité qui éclipsait Tokyo elle-même. Les prisonnières furent rapidement dirigées vers des trains en attente à la gare. Lorsque les locomotives sifflèrent et que les wagons se mirent à vibrer, les femmes collèrent leurs visages contre les vitres avides d'absorber chaque détail du paysage. Le train s'ébranla vers l'est, s'enfonçant dans le cœur du continent, les éloignant de la côte du Pacifique. Ce qu'elles virent à travers le verre acheva de détruire les illusions de la propagande. De petites villes défilaient dans la nuit, chacune illuminée par l'électricité. Les vitrines exposaient vêtements, nourriture et jouaient comme si la guerre n'avait jamais touché cette terre. Les stations-service restaient ouvertes, leurs pompes brillant sous les lampes fluorescentes. Les cinémas affichaient des panneaux immenses annonçant des films que les prisonnières n'avaient vus que dans des magazines déchirés au Japon. Mais ce qui les frappa le plus, ce furent les enfants pédalant librement dans les rues silencieuses. Au Japon, le métal était rare, chaque morceau réquisitionné pour l'effort de guerre. Les bicyclettes étaient dans des luxes inaccessibles. Et pourtant, ici, dans des bourgs à peine plus grands que des villages de pêche, les enfants roulaient sans souci, leurs rires audibles, même alors que le train filait dans la nuit. Une infirmière de Nagoya murmura « On nous a dit que les Américains vivaient comme des bêtes, mais je vois des jardins, des maisons, aux clôtures peintes des femmes vêtues de robes plus belles que tout ce que nous aurions pu imaginer. » Ces mots flottèrent dans le silence du wagon, écho de ce que toutes pensaient sans oser le dire. À chaque arrêt, elles observèrent les Américains ordinaires descendre du train, tenant des journaux, mangeant des sandwichs enveloppés dans du papier ciré, buvant du lait dans des bouteilles en verre. Les gardes les traitaient comme un chargement fragile, non comme des ennemis. Même le personnel ferroviaire paraissait indifférent, plus préoccupé par les horaires et les cargaisons que par ces femmes vaincues en manteau militaire. La nuit passa au rythme régulier des roues sur l'acier. Les prisonnières restaient collées aux fenêtres, cherchant à percer l'obscurité. Chaque ferme qu'elles croisaient brillait de lumière. Les granges luisaient, les cuisines répandaient une chaleur dorée sur les champs et la fumée montait des cheminées. À Tokyo,
Des quartiers entiers étaient plongés dans l'obscurité, l'électricité rationnée, la vie réduite à la lueur des lanternes. Ici, il semblait que chaque famille eût assez d'énergie pour éclairer une douzaine de pièces. Chaque kilomètre les entraînait plus profondément dans un pays qui n'avait rien du cauchemar qu'on leur avait décrit. La propagande qui peignait l'Amérique comme décadente en ruine et affamée s'effritait à chaque néon, à chaque bicyclette, à chaque vitrine débordante de nourriture. En silence, les femmes comprirent une vérité plus terrifiante que n'importe quelle défaite militaire. La force de l'ennemi ne résidait pas seulement dans ses armes, mais dans une prospérité si vaste, si naturelle, qu'elle réduisait en cendres les sacrifices de leur patrie. La première vision de l'Amérique ne fut ni la haine ni la cruauté, mais l'abondance, et elle brisa les mensonges auxquels elles avaient voué leur vie. Le long voyage en train depuis la côte se termina au cœur du Wisconsin, où les collines ondoyantes cédaient la place aux forêts de pins, et où l'air portait la morsure vive du début de l'automne. Les femmes japonaises, épuisées par le trajet raidi, par des jours entiers de voyage, restèrent prisonnières d'un cycle d'attente et de crainte. Chaque kilomètre qui les rapprochait de leur destination renforçait leur conviction qu'une cruauté les attendait à la fin du voyage. Leurs officiers leur avaient promis la dégradation entre les mains de l'ennemi, et les soldats eux-mêmes murmuraient que la capture signifiait un déshonneur pire que la mort. Lorsque le train ralentit enfin devant le camp de McCoy, leurs nerfs étaient à vif. Les grilles se dressaient devant elles, hautes clôtures surmontées de barbelés tours de guet se découpant sur le ciel. À cette vue, plusieurs femmes furent prises de tremblements, se serrant les unes contre les autres comme si elles entraient dans un cauchemar. Mais les gardes ne crièrent pas d'insultes. Ils ne poussèrent ni ne frappèrent. Au lieu de cela, ils leur firent signe d'avancer en rangs ordonnés. La rigueur du protocole américain avait quelque chose d'inquiétant en soi. Aucune confusion, aucun désordre, seulement une succession de gestes précis, comme si chaque minute de leur arrivée avait été planifiée à l'avance. Les portes des baraquements s'ouvrirent, et les femmes se préparèrent à découvrir la saleté, les planchers glacés et les paillasses de paille qu'elles croyaient devoir supporter. Mais elles restèrent figées dans un silence stupéfait. Des lumières électriques brillaient au plafond stable et éclatantes. Des couchettes en bois étaient alignées avec soin, chacune recouverte d'un matelas de drap propre et d'une couverture de laine pliée au pied du lit. Un léger ronronnement venait du système de chauffage, promettant chaleur et réconfort contre l'hiver du Wisconsin. Puis un détail les anéantit complètement. Sur chaque lit placé, avec une attention manifeste, reposait un petit cadeau. Des ours en peluche, au sourire cousu des poupées de chiffon, aux yeux de boutons de petites bibelots, ici, une écharpe tricotée, là, un jouet en bois peint. Au début, les femmes ne purent bouger. Le spectacle était trop étrange, trop éloigné de tout ce qu'elles avaient imaginé. Certaines fixèrent les objets en silence, d'autres reculaient méfiantes. Quelques-unes tendirent la main tremblante pour saisir les peluches, les tenant à bout de bras, comme si elles pouvaient cacher des aiguilles ou contenir quelque poison invisible. Une infirmière de Kyoto éclata en sanglots dès que ses doigts touchèrent le tissu doux d'une poupée. Elle la serra contre sa poitrine, secouée de larmes incontrôlables. Une autre femme murmura que c'était une ruse, que ses jouets avaient été placés là, pour se moquer d'elle, pour leur rappeler les enfants qu'elle ne reverrait jamais. Mais les gardes expliquèrent maladroitement, mais avec une sincérité évidente, que les cadeaux avaient été offerts par des groupes d'églises locales et par la Croix-Rouge. Des femmes des villages voisins les avaient cousus et rembourrés, sans jamais connaître le visage des prisonnières, espérant simplement offrir un peu de douceur. Cette explication ne fit qu'approfondir leur stupeur. On leur avait enseigné que les Américains étaient des démons sans honneur, avides d'humiliation et de conquête. Et pourtant,
Elles avaient là la preuve d'une tendresse donnée sans rien attendre. Une femme resta assise en silence sur sa couchette, serrant un ours en peluche, si fort que ses jointures blanchirent. Elle se souvint de son fils laissé à Yokohama, de ses petites mains agrippant un jouet semblable avant le début des bombardements. Pour elle, cet animal de tissu n'était pas un objet, mais un souvenir, ressuscité, un fragment d'humanité, là où elle n'attendait que le désespoir. Cette nuit-là, alors qu'elle reposait sous leur couverture avec les jouets à leur côté, une désorientation profonde envahit le baraquement. Ce n'était pas encore du soulagement, mais quelque chose de plus intense, de plus troublant. Comment l'ennemi pouvait-il leur montrer de la douceur quand leurs propres dirigeants ne leur avaient offert que des ordres de mourir? Comment des inconnus, à des milliers de kilomètres, pouvaient-ils avoir pris la peine de coudre des ours pour des femmes qu'ils ne rencontreraient jamais? Pour beaucoup, ce fut le moment le plus déroutant de leur captivité. Les ours en peluche et les poupées n'étaient pas de simples cadeaux. Ils devinrent des symboles, la preuve silencieuse que le monde qu'on leur avait décrit était faux. La peur inculquée commença à s'effriter, remplacée non par la confiance, mais par une incertitude douloureuse qui ébranla leur être. Ce fut la première fois qu'elles se permirent de se demander si l'ennemi n'était pas plus humain que l'Empire qui les avait envoyés mourir sur ces îles gelées. Et dans cette question naquit la première fissure dans les murs de propagande qui les avait enchaînés depuis l'enfance. Les premiers jours à Camp McCoy se fondirent peu à peu en semaines, et lentement, ce qui avait commencé comme un choc se transforma en un rythme quotidien déconcertant. Chaque matin, les femmes étaient réveillées par le son d'une cloche. Mais au lieu d'être forcées au travail ou alignées sous les cris, on leur laissait le temps de s'habiller et de se préparer. Des uniformes simples mais solides leur avaient été distribués à l'arrivée, de lourds manteaux de laine, des chaussures résistantes et des sous-vêtements d'un tissu plus fin que tout ce qu'elles avaient apporté depuis des années. Au Japon, le rationnement avait dépouillé les garde-robes civiles. Les mères rapiéçaient les robes jusqu'à ce que le tissu ne soit plus que fil et mémoire. Pourtant, ici, dans la captivité, les femmes marchaient dans des chaussures étanches, vêtues de manteaux qui les protégeaient du vent du Midwest. Certaines se regardaient dans les petits miroirs suspendus près des lavabos, étonnées de se trouver plus dignes ainsi qu'en uniforme déchiré. Puis venaient les repas, et ils défiaient toute compréhension. Les plateaux débordaient de viande côtelette de porc, ragoût de bœuf-poulet, des aliments que beaucoup n'avaient pas goûtés depuis des années. Des bols de fruits accompagnaient chaque déjeuner, pommes et oranges empilées négligemment, comme si elles étaient inépuisables. Au petit déjeuner, on leur servait du lait dans de grands verres avec des œufs et du pain grillé. Les femmes se murmuraient entre elles que tout cela ne pouvait pas être réel, que c'était peut-être encore une ruse savamment orchestrée pour les endormir dans une fausse sécurité. Pourtant, les repas continuaient jour après jour, constants, abondants, sans la moindre pénurie. Un contraste absolu avec les foyers japonais hantés par le rationnement. C'était comme si les Américains avaient accès à un autre monde. Un monde où la nourriture existait en quantité infinie. Les lettres étaient autorisées, bien que strictement censurées, et du papier, ainsi que des crayons, furent distribués. Certaines femmes écrivaient avec prudence incertaine que leurs mots parviennent jamais à destination. Quand les réponses arrivèrent des mois plus tard, portées par la Croix-Rouge à travers les océans, elles comprirent avec stupeur que leur geôlier leur avait rendu une voix. Des livres apparurent dans la bibliothèque du camp, certains en anglais, d'autres traduits en japonais. Les femmes commencèrent à assister à des cours où elles apprenaient non seulement des mots anglais, mais aussi l'arithmétique, l'hygiène, et même des leçons d'agriculture. Recevoir une éducation en tant que prisonnières les bouleversa encore plus que l'abondance de nourriture. Une infirmière élevée par un père qui interdisait à ses filles d'étudier au-delà de la lecture élémentaire tenait un manuel sur ses genoux et murmura
L'ennemi nous enseigne ce que nos propres chefs ne nous ont jamais donné. Les tâches de travail étaient volontaires et beaucoup se retrouvèrent à coudre dans des ateliers, réparant des uniformes pour d'autres prisonniers ou à travailler à l'hôpital du camp. Les outils qu'elles utilisaient, machines à coudre électriques, instruments stérilisés, matériel médical soigneusement organisé, étaient pour elles des révélations. Au Japon, les pénuries obligèrent les médecins à opérer avec des scalpels émoussés et à réutiliser les bandages, tandis que les couturières raccommodaient à la main. Les femmes avaient du mal à croire ce qu'elles voyaient. Même des prisonnières ennemies avaient accès à une technologie que les civils japonais ne pouvaient qu'imaginer. Mais ce qui les déstabilisa le plus fut la conduite des gardes. C'étaient de jeunes hommes, souvent à peine plus âgés qu'elles, avec des accents venus des fermes de l'Iowa, du Wisconsin ou du Minnesota. Ils s'adressaient à elles avec politesse, d'une voix hésitante, certains rougissant lorsqu'on leur répondait. Les rumeurs de violences sexuelles qui les avaient tentées pendant des mois se dissipèrent peu à peu, car il n'y eut pas une seule agression. En réalité, lorsqu'un garde fut accusé d'avoir tenu un propos déplacé, il fut immédiatement relevé de ses fonctions et sanctionné. Pour des femmes qui avaient grandi dans une société où les officiers aboyaient des ordres et frappèrent leurs subordonnés sans craindre de punition, ce geste de responsabilité était incompréhensible. Les moindres attentions perçaient les couches d'endoctrinement. Un garde ôtant sa casquette en passant un médecin demandant la permission. Avant de prendre le pouls, un aumônier laissant un panier de laine et d'aiguilles dans la salle de détente. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas les démons qu'on leur avait décrits, mais des êtres humains traitant leurs prisonnières avec dignité. Cette contradiction ébranla les fondations mêmes de leurs croyances. Au fil des semaines devenues mois, le camp cessa d'être un lieu de punition pour devenir une leçon de vie. Chaque repas chaud, chaque salut poli, chaque cours d'anglais effaçait un peu plus les mensonges de la propagande. La captivité ne les détruisait pas, elle les transformait, remplaçant la peur par une vérité déconcertante. La plus grande arme de l'Amérique n'était pas la cruauté, mais sa capacité à traiter même ses ennemis avec respect. À la fin de l'année 1943, le calme du camp fut bouleversé par de nouveaux ordres. Les États-Unis, plongés dans l'effort de guerre, faisaient face à une grave pénurie de main-d'œuvre. Les champs devaient être cultivés. Les usines manquèrent de bras. Les récoltes risquèrent de pourrir faute de travailleurs. Ainsi, les prisonnières autrefois confinées strictement à l'intérieur de camp McCoy furent appelées à effectuer des travaux à l'extérieur. Pour les femmes japonaises, cette annonce fit renaître une vague d'angoisse. Quitter le camp signifiait affronter la population civile, ces Américains que la propagande leur avait présentés comme les plus hostiles. Elles s'attendaient à des insultes, des jets de pierres, peut-être pire encore. Mais lorsque les camions franchirent les grilles et s'engagèrent sur les routes sinueuses du Wisconsin, la réalité trahit une fois de plus leurs craintes. Les affectations étaient variées. Certaines furent envoyées coudre des uniformes dans de petits ateliers, le bourdonnement des machines électriques emplissant l'air tandis qu'elles manipulaient des tissus plus fins que tout ce qu'elles avaient vu depuis des années. D'autres travaillaient dans des conserveries, où des bocaux de légumes fumants teintaient en fils interminables, transformés avec une efficacité qui leur donnait le vertige. Mais c'est dans les champs, sous l'immense ciel du Midwest, que se produisirent les rencontres les plus inattendues. Escortées par des gardes, les femmes se penchaient entre les rangs de maïs et de haricots, leurs mains fouillant une terre riche et généreuse, bien différente des sols rocailleux de leur pays natal. Au début, le travail se faisait dans le silence. Les prisonnières baissèrent les yeux, craignant de croiser le regard des fermiers qui les surveillaient. Puis peu à peu, de petits gestes vinrent fissurer le mur de méfiance. La femme d'un fermier s'approcha un panier de sandwichs enveloppés dans du papier ciré à la main et les offrit timidement avec un sourire. Une autre apporta des pichets de limonade, les verres perlés de condensation sous la chaleur de l'été.
Des enfants s'avancèrent, tendant des fleurs cueillies au bord du champ, ou des dessins maladroits de granges et d'animaux. Les prisonnières stupéfaites acceptèrent ces présents avec hésitation, incapables de croire à ce qu'elles voyaient. Un incident en particulier devint le sujet de récits chuchotés pendant des semaines. Une jeune prisonnière s'effondra sous la chaleur du soleil de midi. Son corps affaibli par des années de malnutrition et l'effort d'un travail qu'elle ne connaissait pas céda soudain. Les gardes accoururent, mais avant qu'ils n'aient pu intervenir, la famille de fermiers s'avança. Le fermier la souleva dans ses bras et la porta à l'intérieur de sa maison, où la fraîcheur régnait. Là, on la déposa doucement sur un canapé, on lui donna un verre d'eau glacée, et on l'éventa jusqu'à ce que ses couleurs reviennent. Pour ses compagnes, la scène était incompréhensible, qu'une famille ennemie dont les fils combattaient peut-être les soldats japonais de l'autre côté du Pacifique accueille une prisonnière chez elle et la soigne avec autant de tendresse, cela renversait tout ce que la propagande de guerre leur avait inculqué. Dans les journaux intimes qu'elles tinrent secrètement et qui furent découverts plus tard, l'étonnement de ces rencontres est consigné dans une écriture tremblante. « Ils nous traitent non comme des ennemis, mais comme des êtres humains », écrivit une infirmière. Une autre confessa « J'ai eu honte ». On nous avait dit que les Américains étaient des démons, et pourtant leurs enfants nous ont souri. Les femmes comparaient ces gestes à la dureté de leur propre société, où les subalternes enduraient coups et insultes sans recours. Le contraste était insupportable, mais indéniable. Même les plus petits détails prenaient un poids immense. Un enfant tendant un biscuit à une prisonnière, avant de s'enfuir, en riant un fermier, mettant de côté un peu de lait frais, comme si cela ne comptait pas. Alors qu'au Japon, il avait disparu depuis des années. Ou encore, une vieille femme montrant à une prisonnière comment coudre une couture sur une machine américaine, guidant ses mains avec patience, au lieu de donner des ordres. Ce n'étaient pas de grands actes, mais ils possédaient une force capable de démanteler des années d'endoctrinement. Quand les prisonnières rentraient au camp après de telles journées, elles parlaient à voix basse. Leurs récits circulaient de lit en lit comme des biens interdits. Certaines cérisent les fleurs, ou les dessins offerts par les enfants, les cachant sous leur couverture comme des trésors. D'autres restaient éveillés dans l'obscurité, rejouant encore et encore ces moments de bonté, essayant de les concilier avec l'image de l'ennemi qu'elles avaient apporté si longtemps. Le mur de fer de la propagande, autrefois inébranlable, commençait à se fissurer sous le poids des gestes les plus simples. Un sandwich, un sourire, un dessin d'enfant glissé dans leurs mains. Ce n'était pas la force des armes, mais celle de l'humanité qui redéfinissait leur compréhension du monde au-delà des barbelés. La neige, elle tombait doucement sur les toits des baraquements de Camp McCoy à mesure que décembre enveloppait la campagne du Wisconsin, étouffant le crissement des bottes et le grondement lointain des trains. Depuis des semaines, les femmes japonaises chuchotaient entre elles à propos des étranges préparatifs qu'elles observaient. Les gardes semblaient animés d'une joie inhabituelle. Des branches de pin apparurent dans le réfectoire, et de légères mélodies flottaient depuis la chapelle du camp. Ces chants inconnus, mais d'une douceur envoûtante, troublaient les prisonnières. Elles n'avaient aucun mot pour ce qu'elles voyaient, aucune référence dans leur tradition. Elles avaient entendu parler de Noël, mais seulement comme d'une fête étrangère, appartenant à une autre culture. Jamais elles n'auraient imaginé qu'elle les concernerait. Puis le matin du 25 décembre 1943, les portes des baraquements s'ouvrirent, sur une vision que personne n'avait anticipée. Chaque couchette, autrefois nue, à part une couverture, et peut-être un ours en peluche des premiers jours, portait désormais un petit paquet. Certains contenaient des écharpes tricotées, d'autres des savons parfumés, d'autres encore de petits gâteaux enveloppés dans du papier ciré. Quelques-uns recelaient des jouets poupées de bois ou animaux de chiffon, cousus à la main par des femmes des villages environnants
qui n'avaient jamais vu les visages de celles à qui elles offraient ces présents. Des enfants des alentours avaient rédigé des cartes décorées de dessins simples et de mots maladroits, souvent traduits en japonais. Des soleils crayonnés et des bonshommes souriants illuminaient le papier. Pour les prisonnières, la vue fut dévastatrice. Elles restèrent figées, incapables de comprendre pourquoi une nation ennemie déverserait tant de soins sur elles. Certaines serrèrent les cadeaux contre leur poitrine et éclatèrent en sanglots des années d'amertume et de peur se brisant en un instant. D'autres restèrent assises en silence, fixant les objets comme s'ils étaient des reliques venues d'un autre monde. Une infirmière murmura qu'elle n'avait pas tenu un morceau de savon depuis 2 ans, et voilà qu'on lui en offrait un comme si ce n'était rien. Une autre croquant dans le petit gâteau pleura il avait le goût des douceurs qu'elle mangeait enfant avant que le rationnement n'ait dépouillé le Japon. Plus tard dans la journée, les prisonnières furent invitées à se rassembler près du hall du camp, où la chorale américaine avait préparé quelque chose d'extraordinaire. Sous des guirlandes de sapins, de jeunes hommes et femmes se mirent à chanter des cantiques, mais certains avaient été patiemment traduits en japonais afin que les prisonnières puissent en comprendre les paroles. Douce nuit s'éleva dans l'air glacé, la mélodie familière dans sa douceur, même si son sens leur était nouveau. Le son transperça les murs bâtis par la propagande et la peur. Quelques prisonnières chantèrent à leur tour maladroitement, leurs accents lourds, les yeux brillants d'incrédulité. Pour beaucoup, ce fut le moment qui les brisa. On leur avait dit de s'attendre à la cruauté, de se préparer à l'humiliation, de se raidir face à la déchéance. À la place, on leur offrit de la chaleur de la dignité et même de la joie. Des années plus tard, une femme écrivit dans ses mémoires « Ils nous ont offert des cadeaux alors que nous étions leurs ennemis. Ce jour-là, nous avons compris que leur force ne résidait pas dans leurs armes, mais dans leur cœur. » Cette phrase résonna longtemps parmi celles qui avaient vécu ce Noël-là, une vérité qui se transmit silencieusement, de prisonnière en prisonnière, bien après que la fête se soit terminée. Ce qui rendit ce moment si profond, ce ne fut pas seulement l'abondance des biens matériels, mais l'humanité qui les accompagnait des cadeaux venus d'inconnus, des chants interprétés dans leur langue, des lettres d'enfants, adressées à des femmes qu'ils ne rencontreraient jamais. Ces gestes ne pouvaient s'expliquer par la propagande ni par la tromperie, ils étaient trop personnels, trop sincères. Les prisonnières comprirent alors qu'on ne les traitait pas comme des instruments d'une armée vaincue, mais comme des êtres dignes de compassion. Cette nuit-là, tandis que la neige tombait doucement derrière les fenêtres des baraquements, beaucoup posèrent leurs petits présents, près de leur lit, incapables de s'en séparer, même pour dormir. Certaines serraient autour de leur cou les écharpes tricotées. D'autres tenaient leurs poupées comme si elles retrouvaient un enfant perdu. Dans l'obscurité, elles se parlaient à voix tremblante, pour la première fois depuis des années. Elles se sentaient vues, non comme des prisonnières, ni comme des soldats, mais comme des êtres humains. Noël 1943 fut plus qu'une fête. Ce fut le moment où la peur se dissout en quelque chose d'indéfinissable, le respect peut-être même, la gratitude envers une nation qu'on leur avait appris à haïr. Pour les femmes de camp McCoy, la guerre n'était pas terminée, mais quelque chose en elles venait de changer à jamais. Elles se souviendraient de ce jour d'hiver, non comme d'une ruse de guerre, mais comme d'une preuve que l'humanité pouvait survivre, jusque dans la captivité, et que le véritable pouvoir de leur geôlier ne résidait pas dans leurs armes, mais dans leur capacité à faire preuve de miséricorde. Lorsque les canons se turent enfin à l'été 1945, les femmes de camp McCoy se trouvèrent face à une fin qu'elles avaient à la fois espérée et redoutée. La guerre qui avait façonné leur capture, leur humiliation et leur éducation inattendue touchait à sa conclusion. Des trains arrivèrent de nouveau aux portes du camp. Cette fois, ils n'amenaient plus de prisonniers, mais venaient ramener les anciens chez eux. Rapatriement, le mot sonnait comme la liberté, mais pour beaucoup,
il évoquait plutôt un gouffre. Le voyage retour à travers le Pacifique fut bien différent de celui qui les avait arrachées au Japon. Alors, elles avaient embarqué, terrifiées, convaincues qu'elles entraient dans une vie de déchéance. Désormais, elles montaient à bord, chargées de souvenirs qui contredisaient tout ce qu'elles avaient un jour cru. Elles emportaient non seulement les vêtements et les modestes effets remis par les Américains, mais aussi un fardeau plus lourd, la certitude que l'ennemi les avait traitées avec plus de dignité que leur propre pays. Certaines pleurèrent en silence sur le pont, non par joie de rentrer, mais par crainte de ce qu'elles trouveraient au retour. Le Japon qu'elles retrouvèrent était méconnaissable. Les villes n'étaient plus que ruines fumantes, écrasées par les bombardements. Les familles décimées par la faim, le deuil, la perte des pères et des frères n'étaient plus que des ombres. Celles qui avaient tenu dans leurs bras des poupées et des écharpes à Camp McCoy marchaient à présent dans des rues jonchées de gravats, leurs petits trésors cachés au fond des valises, ou cousus en scré dans leurs vêtements. Quelques-unes serraient encore un ours en peluche, effilochaient la couture usée, la fourrure râpée par des années de doigts attentifs. Ce n'étaient plus des jouets, mais des reliques, du moment où la peur s'était fendue, laissant passer la lumière. Le contraste était presque insupportable. Elles avaient connu des repas réguliers, des lits propres, la gentillesse d'inconnus en territoire ennemi. Désormais, elles retrouvaient la faim, le froid et la suspicion. Certains voisins les regardaient avec mépris, murmurant que celles qui avaient été capturées avaient choisi le déshonneur. Mais en elles brûlait une vérité qu'aucune insulte ne pouvait éteindre. Elles avaient vu l'humanité de leur geôlier, et cette mémoire brillait plus fort que les cendres de Tokyo ou d'Osaka. Avec le temps, beaucoup commencèrent à parler doucement d'abord à leurs enfants et petits-enfants, puis à des communautés encore méfiantes à l'idée d'entendre du bien des anciens ennemis. Elles racontaient à les gardes rougissants en leur adressant la parole. Les femmes de fermiers leur offrant de la limonade les matins de Noël, où les baraquements s'emplissaient du parfum du savon et des petits gâteaux. Elles parlaient d'une force née, non de la cruauté, mais de la compassion. Leur voix était douce, leurs récits souvent ignorés, mais à chaque fois qu'elles racontaient, elles semaient des graines de paix. Certaines, incapables de concilier la vie découverte en Amérique avec la désolation de leur patrie, choisirent de repartir. Dans les années 1950 et 1960, un petit flot constant d'entre elles émigra de nouveau vers les États-Unis. Elles devinrent institutrices infirmières, femmes au foyer. Leurs enfants apprirent l'anglais avant le japonais, et lorsqu'on leur demandait pourquoi elles avaient quitté leur pays, elles répondaient simplement « Parce qu'en captivité, nous avons trouvé la dignité ». Des décennies plus tard, quand la réconciliation d'après-guerre s'approfondit, des réunions furent organisées. Les anciennes prisonnières, désormais aux cheveux gris et voûtées par l'âge, se retrouvèrent pour se souvenir de ce qui avait autrefois semblé impensable. Elles apportèrent leurs reliques, leurs preuves. Une femme de Nagoya arriva avec un ours en peluche à l'oreille manquante. Une autre sortit une écharpe tricotée en 1943, encore soigneusement pliée dans un tiroir. Elles les levèrent, comme des objets sacrés, symboles du moment où elles avaient compris que le monde n'était pas aussi étroit qu'on le leur avait fait croire. Ce qui avait commencé comme une peur de la violation était devenu témoignage de compassion. Elles étaient entrées dans la captivité, en tremblant convaincues qu'elles seraient brisées. Elles en sortirent avec des souvenirs, leur enseignant que la miséricorde pouvait exister même en temps de guerre, que les ennemis pouvaient faire preuve de bonté, que l'humanité pouvait être retrouvée dans les lieux les plus inattendus. Pour les femmes de Camp McCoy, la guerre ne s'acheva pas dans l'amertume, mais dans la transformation. Leur vie, leur famille et même leur pays furent changés à jamais par la vérité qu'elles portaient. La véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la compassion,
Et même dans les heures les plus sombres, l'humanité peut survivre.